ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Décryptage réalisé en partenariat avec ADM Value. Dans cette émission, il sera question d'innovation et de technologie et nos experts échangeront sur l'avenir et les perspectives du CCaaS, du Center Contact as a Service. Pour échanger sur ce sujet technique et technologique, nous recevons Franck Toinen, expert transformation digitale et relations clients chez Brainscale. Bonjour Franck. Bonjour. À vos côtés, Laurent Twitou, District Sales Manager chez InContact. Bonjour Laurent. Et enfin, à ma gauche, nous recevons Julien Rio, directeur marketing chez Ring Central. Bonjour Julien. Bonjour Geoffroy. Quels sont les apports de cette solution par rapport vraiment au contexte sanitaire? Julien, pourquoi? De la flexibilité avant tout. Dans le contexte sanitaire, la flexibilité, c'est le point essentiel. À savoir que beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas forcément cette approche CCaaS par le passé se sont rapidement rendues compte que quand on a du mal à faire venir en toute sécurité ses équipes dans le centre de contact, il faut avoir cette flexibilité de pouvoir travailler différemment. Et c'est exactement ce que le CCaaS apporte sur le marché aujourd'hui. D'accord, donc le CCaaS, pour vulgariser, ça s'adresse autant au contact center qu'au plateau, en fait, on va dire en dur, chez les entreprises qui ont un plus petit service. Tout à fait. Nous, on a beaucoup de clients qui ont réussi justement à passer de ce mode « je suis dans un centre de contact physique » où malheureusement on est souvent très proches les uns des autres, alors ce qui marche très bien quand il n'y a pas de contexte d'épidémie, et ce qui est plus du tout fonctionnel en contexte d'épidémie, j'ai mes agents, que ce soit 10 agents ou 300 agents, qui travaillent depuis chez eux facilement, parce que c'est la flexibilité que cette approche offre. Franck, en termes... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça a été... On peut trouver ça intéressant ou pas, vu le contexte de pandémie, mais c'est justement que ça a été une démonstration de la flexibilité de ces solutions. Elles existent, elles sont là. Et c'est vrai qu'avant cet épisode de pandémie, on avait une certaine difficulté parfois à convaincre les grands donneurs d'ordre de s'équiper de solutions cloud. Ça posait tout un tas de problématiques de sécurité, de couverture fonctionnelle, de remplacer un existant qui est très très souvent sur les centres de relations clients internalisés. Donc là, il a fallu y aller. Ça existait, il y avait des solutions qui étaient disponibles, dont nos deux amis nous parleront très certainement. Mais on a vu que c'était possible, en fait. Que c'était possible, finalement, assez rapidement, en l'espace de quelques jours, d'assurer la continuité de service, peut-être pas sur tous les processus de l'entreprise, mais en tout cas, de déployer des solutions sur un laps de temps très très court, de l'ordre d'une quinzaine de jours, par exemple. Moi, on a vu ce type de scénario se dérouler avec certains de nos clients. Laurent, justement, comment on vous a sollicité sur ce type de projet? Justement, je rajouterais que ce type de plateforme permet aussi de démontrer le fait qu'on avait la possibilité de réduire les risques opérationnels et la gestion des coûts. Donc ça a été démontré factuellement pendant cette pandémie. Justement, très concrètement, réduction des risques, ça signifie quoi? La réduction des risques, dans le sens que dans le passé, donc, il y avait énormément d'organisations qui n'avaient pas encore passé le pas sur investir sur des plateformes de type CCaaS, pensant qu'ils avaient des a priori par rapport aux risques opérationnels. Et ces plateformes-là, aujourd'hui, sont capables justement de garantir un niveau de disponibilité et de gérer des coûts, la saisonnalité, donc de passer de 100 à 1000 agents en quelques jours. On parle de 48 heures. Et inversement? Et inversement, bien évidemment. Les risques aujourd'hui, pour convaincre son sponsor en interne, pour vous, c'est... Comment justement on peut amener une réflexion globale, long-termiste sur ce type de sujet? Je pense que certaines des barrières ont déjà un petit peu disparu avec la crise qu'on vient de rencontrer. Peut-être la première barrière, c'est déjà accepter, comme Franck le disait précédemment, de passer d'un système où j'ai fait un fort investissement CAPEX et rentrer dans un modèle OPEX. Ça, c'est une habitude qui a l'air d'être anodine, mais qui en fait change beaucoup de choses sur la façon dont on travaille. Ensuite, il y a la barrière de gérer son infrastructure ou dépendre d'un éditeur. Se dire, aujourd'hui, je gère tout depuis chez moi, c'est moi qui ai 100% du contrôle.
Quand bien même sur un modèle SICaaS, en réalité, on a le contrôle, mais c'est une façon de travailler qui est différente et il faut passer cette barrière-là qui n'est pas forcément facile. Et puis, il y a toute la gestion de la DSI. Il n'y a pas forcément les mêmes besoins quand on gère toute son infra en interne et qu'on a besoin d'une grosse équipe qui gère ça, qui est là 24 heures sur 24, qui est de garde, qui fonctionne. Sur un système purement cloud où on ne va plus avoir ce besoin-là, mais du coup, ça demande de retravailler complètement sa structure. Donc, le premier pas, c'est le plus difficile. Une fois qu'on a fait ce premier pas, malheureusement à marche forcée avec la pandémie, on se retrouve dans un modèle où ce premier pas a été fait, on peut commencer à regarder plus loin et commencer à avoir une véritable stratégie. Donc ça va être beaucoup plus simple, c'est déjà plus simple aujourd'hui et ça va continuer à se simplifier par la suite selon moi. Donc si je dois résumer, un peu la mentalité, CAPEX, OPEX, 2, aussi le côté change, adopter le SaaS, que ce soit en infra, mais aussi en termes de conduite de projet. Et puis Franck aussi... je ne suis pas sûr en fait, je partage globalement l'avis de Julien, mais je ne suis pas sûr que ça simplifie du coup la problématique SICaaS ou UCaaS ou même cloud sur d'autres sujets. C'est qu'en fait... Là, on a réagi face à un événement extraordinaire, imprévisible, et Dieu merci, il y avait des solutions sur le marché qui ont permis d'adresser une crise. Donc voilà. Et donc on a pu assurer la continuité de service. Mais une stratégie cloud, elle doit être réfléchie quand même, puisque aujourd'hui, dans les entreprises, il n'y a pas que le SICaaS, il y a la téléphonie d'entreprise bascule dans le cloud, le contact center bascule dans le cloud, le CRM est bien souvent, pour beaucoup de grands groupes, déjà dans le cloud, avec des Salesforce, des CRM Dynamics, des CRM 365. Voilà, il y a beaucoup de plateformes de CRM aujourd'hui qui sont déjà déployées, et des ERP qui sont déjà déployés dans les clouds. Donc la question qui se pose, en fait, c'est comment pérenniser, sécuriser aussi, puisqu'il y a ce volet de la sécurité, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs pendant le confinement et pendant l'épisode un petit peu fort là, de mars-avril, de cette sécurité. Donc tout ça, ce sont des stratégies en fait, qu'il faut déployer. En général, le premier pas, effectivement, qui consiste à lever les barrières, peut-être les idées reçues aussi sur le cloud, ou sur le SICaaS, le fait que c'est peut-être limité ou que ça s'adresse qu'à certaines entreprises et pas à toutes. Voilà, on voit que c'est justement, il y a ce qu'on appelle en anglais la scalability, c'est-à-dire la capacité de monter en charge, d'adresser 10 agents sur un plateau ou d'en adresser 1000 sur plusieurs. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce genre de solution. Et en plus, comme le disait Julien, ça après, c'est l'aspect financier de la chose, c'est-à-dire c'est quand on va jusqu'au bout de la démarche projet, si je puis dire, ou du plan à 3 ans ou du plan stratégique, c'est qu'on va faire une analyse de la valeur, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche par les enjeux, et c'est quand même intéressant de pouvoir moduler aussi ces coûts, puisque les coûts deviennent variables. On passe effectivement d'une logique où avant on achetait du matériel, des licences, et c'était amorti sur plusieurs années. Maintenant, on loue finalement une capacité, on achète un service, et qu'on peut adapter en fonction de la saisonnalité, comme en parlait Laurent tout à l'heure aussi. Donc voilà, si j'ai un pic d'activité au mois de février, je vois certains clients par exemple qui doublent entre le mois d'août et le mois de février leur capacité en position de centre de relations clients. Voilà typiquement un très bon cas d'usage pour les solutions Contact Center as a Service. Et en termes d'infra, Laurent, justement, oui. Donc je suis entièrement d'accord avec vous deux, et je rajouterais que effectivement aujourd'hui le cloud c'est pas nouveau. Il y a d'autres acteurs qui ont déjà travaillé, qui ont éduqué le marché par rapport à justement cette capacité de gérer la saisonnalité, de réduire les risques, comme tu l'as dit, Franck, sur tous les aspects CRM ou sécurité ou infrastructure. Mais ce qui est essentiel de voir, c'est qu'effectivement, il faut avoir une stratégie long terme, une approche long terme. C'est pas parce que c'est agile, c'est du cloud, qu'on peut se dire c'est du jetable. Au contraire, il faut avoir un processus itératif de réflexion, une stratégie long terme. Quand on parle de la pandémie, c'est vrai, il a fallu mettre en place rapidement des plateformes virtuelles pour que les collaborateurs puissent travailler de la maison, mais quid du retour arrière, c'est-à-dire que maintenant, il y a des organisations qui font revenir leurs collaborateurs sur leur site, et il a fallu, avec le cloud également, gérer cette réinternalisation, cette conduite du changement,
Donc c'est pour ça que je rejoins mes confrères dans le sens où voilà, il y a l'agilité, la flexibilité, mais il y a une stratégie long terme à mettre en place. Est-ce que c'est plus simple de dire que le ROI est meilleur en fait sur ce type de solution? Alors, je pense que le ROI ne peut pas être simplement basé sur le gain au niveau coût. Déjà, ça va être très compliqué de comparer deux solutions, principalement si on parle du cloud par rapport au on-prem, parce qu'on passe encore une fois d'un système CAPEX à un système OPEX. C'est pas du tout la même logique, c'est pas le même amortissement, c'est pas le même type de fonctionnement. Donc, il y a d'un côté le gain au niveau des coûts, qui je pense est intéressant en règle générale quand on passe au cloud, mais il ne faut pas s'arrêter là. Quand on parle de retour sur investissement, pour moi, il faut regarder l'ensemble de l'apport de ce type de solution. Le fait d'avoir de la flexibilité, de pouvoir être plus proche des besoins clients, d'être beaucoup plus digital, parce que c'est aussi ça l'un des gros avantages du cloud, c'est qu'on va pouvoir ouvrir tout un nouveau nombre de canaux qui vont être plus proches des habitudes. Oui. Exactement. On va être donc plus proche des habitudes clients. Pour moi, le véritable retour sur investissement, c'est il ne faut pas s'arrêter aux gains sur les coûts du quotidien. Il ne faut pas regarder le centre de contact comme un centre de coûts, mais c'est véritablement un centre de profit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces nouveaux canaux, une fois qu'on a ces nouvelles possibilités d'être plus près des besoins de ses clients, on va améliorer la satisfaction client, ce qui va améliorer la fidélisation des clients, ce qui va ramener de nouveaux clients, ouvrir de nouvelles opportunités d'upsell, etc. Et tout ça, le véritable gain, c'est tout ce que ça va rapporter sur le long terme. Et il ne faut surtout pas s'arrêter à est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher, parce que la question est beaucoup plus large que ça. Alors, on est quand même, malheureusement, quand on présente des projets à une direction générale, obligé de faire un calcul d'enjeu et de rentrer dans cette dynamique de ROI. Mais après, je comprends très bien ce que vous dites, Julien, mais le fait est qu'on a par exemple des cas de figure où un projet de contact center as a service, un projet cloud pour les centres de relations clients, démarre par une problématique de ce qu'on appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, on a un équipement internalisé qui arrive en fin de vie. Le projet, pour le mettre à niveau, coûte horriblement cher. Et surtout, pour avoir au final la même chose, certes avec une mise à niveau, mais ça fait exactement la même chose. Donc l'idée, c'est de regarder ce que peuvent apporter ces solutions. On en a parlé, donc c'est la flexibilité, puisque c'est le paradigme du cloud, c'est anytime, anywhere, c'est-à-dire qu'avoir des systèmes aujourd'hui qui fonctionnent depuis Internet, avec de la voix, de la donnée, des applications assez riches fonctionnellement, en 24/7, et potentiellement, quand des entreprises ont des activités réparties, même dans plusieurs pays, on peut le faire relativement facilement. Je mets relativement quand même parce que ça dépend des configurations de projet, donc il faut toujours un petit peu faire attention à pas rendre les choses trop génériques. Mais le fait est que c'est effectivement dans cette logique-là qu'il faut essayer d'entrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans une dynamique de remplacement d'un existant internalisé par quelque chose de totalement équivalent dans le cloud. Donc il faut rentrer, et en général, finalement, j'ai pu le faire... Donc là, vous décrivez un peu les directions, le mode de fonction des directions qui se disent on glisse du on-premise au SaaS. Ça dépend qui nous contacte en fait. Si c'est l'IT, la direction des systèmes d'information, bien souvent, on va avoir plutôt une approche autour de l'infrastructure, donc du maintien en conditions opérationnelles, qui a un rôle essentiel des directions de systèmes d'information. Si c'est le métier, donc la direction de la relation client, bien souvent, on est plutôt dans une logique de modernisation et, on peut le dire, de raccord avec la stratégie de transformation digitale, puisque la relation client est bien souvent un élément aussi cœur de la transformation digitale. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on arrive même parfois à être au milieu et à construire un projet où il va y avoir à la fois de la valeur sur finalement le maintien en conditions opérationnelles, puisqu'on démontre, et on en a parlé, que les solutions sont capables de résilience, sont capables d'assurer de la continuité de service sur des plages horaires étendues, sur plusieurs sites, etc. Donc là, ça va satisfaire dans une certaine mesure l'IT. Il faudra qu'on reparle de la sécurité peut-être à un moment donné aussi, mais qui est un volet important, surtout du point de vue de l'IT internalisé. Et puis, le métier, lui, va y trouver des nouvelles fonctionnalités, de l'intégration native avec les solutions de CRM, de l'upsell, du cross-sell, des moteurs de règles, des moteurs de routage intelligents, de l'IA, des bots, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas forcément sur les solutions internalisées.
Même si on les met à niveau, peut-être que les fonctions ne sont pas là, tout simplement. Et donc voilà, c'est dans cette approche-là qu'il faut s'inscrire, effectivement. Donc là, je rejoins complètement Julien sur ce sujet. Et justement, Laurent, sur ce type de projet, comment on intègre, on va dire, au SI existant, ces solutions cloud? Donc on va tendre vers un multi-cloud, sur des solutions hybrides, ça se passe comment? Alors, juste pour faire une transition sur ce qui a été partagé, je rajouterais aussi le fait qu'effectivement, il y a une approche qui est aussi de dire je vais essayer de m'adapter de manière disruptive à l'existant, c'est-à-dire on est dans une situation aujourd'hui où tout ce qui est autour de la customer experience nécessite de l'agilité, donc les organisations métiers. Et je reviens sur le point, mais c'est important de le mentionner que le métier pèse de manière significative dans ce type de transformation. Et donc, on voit aussi le métier de la DSI, de l'IT et de tout ce qui est autour de la sécurité changer. C'est-à-dire que l'IT, dans le passé, il y avait plutôt des affrontements entre les départements. Aujourd'hui, l'IT est plus un facilitateur. Donc, quand on parle de multi-cloud, ou de monocloud, et comment tout ça va s'inscrire, globalement, l'IT et le métier vont travailler de consort pour rendre le projet, sur le long terme, le plus simple possible. Donc s'il faut plusieurs clouds, on regarde les enjeux métiers, le métier et l'IT s'entendront pour combiner tout ça, mais je dirais que la perspective, c'est de rationaliser, de consolider le plus possible sur un cloud le plus unique. Et là, je retourne vers Franck. On va parler un peu sécurité aussi, si vous le voulez bien. Justement, on part dans le nuage, on va parler de souveraineté des données, on va parler aussi de télétravail. Donc, il y a aussi une façon de se dire il faut aussi que mes collaborateurs ou le plateau qui est désormais chez soi, chez les gens, soit aussi sécurisé que dans les bureaux d'entreprise. Comment ça se passe sur le sujet ? En fait, juste pour rebondir sur ce que disait Laurent, c'est totalement vrai que le cloud, et notamment ce qu'on a appelé le multi-cloud, c'est-à-dire le fait qu'on ait différentes applications. On va prendre un exemple, une plateforme de CRM et une plateforme de contact center as a service dans deux clouds différents. Donc déjà, c'est un sujet pour une DSI, j'ai envie de dire, d'urbanisation du cloud, c'est-à-dire qu'il va falloir construire quelque chose qui soit cohérent d'un point de vue système d'information. Et n'oublions pas qu'il y a un existant aussi, système d'information, c'est-à-dire que les solutions de cloud n'arrivent pas dans un environnement totalement vierge de toute application. Oui. Donc bien souvent, vous avez par exemple, si on parle d'une agence de voyage, vous allez avoir des systèmes de réservation qui, eux, ne sont absolument pas cloud, qui sont des solutions souvent propriétaires, qu'il est extrêmement difficile de porter dans les clouds. Et donc finalement, c'est toutes les applications en périphérie, de la relation client, de la gestion des canaux d'interaction qui sont mis dans les clouds. Mais il faut aussi amener cette intégration pour que l'ensemble soit fluide. Et justement, comment on agrège tout ça c'est justement pour ça que si on parle des projets, il n'y a pas un projet cloud en fait. Il y a autant de projets cloud que finalement que de combinaisons possibles à un moment donné, quoi. Même si les choses ont tendance à se simplifier, on voit apparaître aujourd'hui ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des briques qui permettent d'interfacer de manière relativement automatique un CRM avec une plateforme de contact center as a service. Et puis, de toute façon, comme le mouvement, je dirais, dans les 5 à 7 ans, là, une très très grande partie du SI, enfin on peut le supposer, après on peut se tromper, et ça peut encore changer, mais une très grande partie du SI va se retrouver inévitablement dans des solutions cloud-like, c'est-à-dire des plateformes qui fonctionneront sur le paradigme que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire tout externalisé, accessible depuis Internet, anytime, anywhere. Donc les problématiques d'intégration de toute façon se poseront. Donc c'est important pour une DSI déjà d'un point de vue technologique de se poser les bonnes questions maintenant, puisque un cycle de 3 à 5 ans, là, ça vient très vite, que les technologies évoluent très vite, que quand on prend une solution de contact center as a service, Laurent l'a dit tout à l'heure, même si c'est flexible, même si on peut faire varier l'usage chaque mois, ça représente quand même malgré tout des sommes et un investissement temps, parce qu'il y a un projet en amont.
et que ces projets consomment du temps, de l'énergie à différents acteurs dans l'entreprise, et qu'on ne va pas refaire ce projet tous les 2 ans. Ouais. Donc à minima, un projet cloud significatif pour un centre de contact, c'est à une durée de vie, je dirais, entre 3 et 5 ans déjà. On ne va pas tout détricoter sous prétexte qu'il y a une nouvelle solution qui vient de sortir. Donc non, on fait un remplacement souvent d'une plateforme internalisée vers une plateforme cloud, et ensuite on s'installe sur une certaine durée. Et voilà. Et l'autre aspect très important, donc, ce sont les télécoms, puisque finalement là on parle d'Internet, et Internet, c'est le cloud est hébergé chez un fournisseur de services, InContact, Nice InContact, RingCentral et autres, et donc il faut se brancher en fait sur ces plateformes. Et par exemple un centre de contact, un plateau internalisé va être connecté à ces plateformes cloud. Et ça pose immédiatement, dès qu'on a des interactions et des télécoms, il y a des flux de données qu'il faut protéger, donc il faut protéger les passerelles. Bon, voilà. Donc il y a toute une architecture sécurité à construire avec les éditeurs, les intégrateurs avec qui on travaille, et avec l'IT également, donc ça c'est très important. Et puis ça c'était l'aspect technique, l'aspect infrastructure de la sécurité. Il y a le volet protection des données. Il y a aussi tout le sujet du RGPD, que tout le monde connaît quand même. Voilà, ça c'est la protection des données personnelles en Europe, qui sont globalement respectées par les acteurs. Ça se passe comment d'ailleurs, Julien, sur le sujet du RGPD Alors, maintenant, le RGPD, j'ai pas envie de dire que c'est loin derrière, mais on a déjà passé, c'était 2018, il me semble, mai 2018. En 2, je crois, c'est l'an 2, ouais. Donc pour nous, c'est un sujet qui est déjà passé depuis quelques temps, parce qu'il fallait impérativement être au niveau, pas seulement pour nous en interne, mais il fallait être au niveau pour nos clients, parce qu'on travaille avec des acteurs majeurs du marché français, entre autres, et du coup, ils ont un vrai besoin. L'avantage, encore une fois, c'est la flexibilité du SICAS, c'est-à-dire une fois que nous, on s'est mis aux normes, c'est une seule version qui est aux normes partout pour tous les clients, ce qui est peut-être plus compliqué sur des services on-premise où il va falloir faire des modifications qu'il va falloir ensuite apporter aux clients un par un. Donc ça, c'est encore un niveau flexibilité. Et du coup, pour nous, ça n'a pas été un grand enjeu. Ça a demandé une certaine réflexion, une certaine étude, parce qu'en 2018, c'était moins évident que ça peut l'être aujourd'hui pour les différents acteurs. Mais c'est un sujet qui est passé. Pour nous, nos gros sujets, c'est surtout qu'on est une plateforme internationale, donc on va avoir des régulations spécifiques aux US, on a des régulations spécifiques à la Californie, on en a d'autres qui vont être spécifiques à l'Angleterre, etc. Donc il faut vraiment des équipes en interne qui étudient tous ces sujets, mais pour nous, c'est le cœur, parce qu'il y a déjà toutes ces barrières dont on parlait précédemment, des entreprises qui n'ont pas forcément envie de passer le pas parce que le cloud, ça peut faire peur, moins aujourd'hui qu'il y a 6 mois, mais malgré tout. Et du coup, être au niveau sur toutes ces questions de sécurité, c'est une évidence, parce que si on n'a pas ça, le reste ne pourra jamais se dérouler. Là, vos data centers, ils sont où en Europe On a des data centers en France aujourd'hui, pour tous nos clients français, pour d'autres. Et ça, c'est un point de réassurance pour vos clients, c'est au niveau RGPD, c'est... Pas que au niveau RGPD, ça a été une demande long terme. Après, on est assez modulable, on va avoir différentes offres. Il y a les données personnelles en fait. Il y a les données de l'entreprise aussi. Donc, on ne peut pas résumer la sécurité au RGPD en fait, puisqu'il y a aussi la protection des données, et notamment. On sait qu'en matière de Cloud Act ou de Patriot Act, quand il y a des données sensibles, il faut quand même se poser la question de la pertinence d'aller vers un éditeur nord-américain, par exemple, dans le cloud. Donc il faut vérifier que effectivement toutes ces données sont parfaitement gérées, qu'on y a accès, qu'elles sont hébergées en Europe. Voilà, donc il y a deux, trois choses à vérifier. Mais bon, il n'y a pas de problème fondamental sur ce sujet-là avec les éditeurs qui sont présents ici, mais avec certains éditeurs qui n'ont pas en fait de plateforme ou de base installée en Europe, ça peut être un sujet à adresser. Mais justement, Laurent, oui. C'est un point important justement par rapport à ce que vous disiez tous les deux. Au-delà de la technologie, au-delà de dire qu'on est conforme ou pas, GDPR, PCI et autres normes ISO, d'ailleurs conforme sur une certaine partie, parce que la réglementation est vaste, on va accompagner les clients sur une partie de la conformité. Et effectivement, c'est au-delà de la technologie, c'est avoir des hommes pour pouvoir gérer
le quotidien de ces normes. Et c'est ça qu'on propose également avec Ericsson Troll et Nice in Contact, d'avoir des départements spécialisés dans ce domaine qui garantissent à nos clients d'être toujours conformes à ces normes. Donc d'avoir des ressources au-delà de la technologie, je pense que c'est un point important. Ça me fait penser, c'est pas du registre de la sécurité, c'est plus du registre de la réglementation, mais il y a un autre aspect qui est important quand on déploie des solutions de type UCAS ou SICAS à l'international, c'est la réglementation télécom. Elle n'est pas équivalente dans tous les pays. On ne fait pas la même chose partout. Donc voilà. Et le fait de s'adresser à des acteurs globaux, comme InContact ou RingCentral, qui ont déjà finalement adressé ce sujet de la réglementation, c'est quand même assez pratique. Quand vous devez y faire face seul, c'est-à-dire quand vous vous déployez par exemple en zone Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, c'est des plateformes, enfin des zones géographiques qui sont couvertes par des grands groupes internationaux, assez classiquement. À chaque fois, vous avez une problématique télécom différente. Voilà. Donc, ça, c'est un point particulièrement important parce que quand tu parles des grands groupes, on va avoir des groupes justement qui vont avoir des bureaux en France, des bureaux en Allemagne qui n'a pas la même réglementation, des bureaux en Asie, des bureaux aux États-Unis. Et du coup, avoir cette vue globale est essentiel. Alors, déjà pour la plateforme SICAS, mais comme on l'a mentionné précédemment, on est vraiment dans un système où l'écosystème doit être connecté. Donc les données vont passer, on a parlé du CRM, ça peut être l'outil de BI, peu importe lequel, pour étudier vraiment la data. Il y a plein d'autres outils qui vont se connecter. Le gros avantage du cloud, c'est de pouvoir connecter ces outils relativement facilement, parce que comme on l'a dit précédemment, un système on-prem qui a été développé in-house, ça va être assez compliqué à connecter, alors que des outils dans le cloud, en général, ont été développés pour cette interconnectivité. Et ça devient essentiel, parce que avoir un SICAS qui n'est pas connecté à son CRM, on n'a pas la vue client. Un SICAS qui n'est pas connecté à son outil de BI, on n'a pas les analytics. Un SICAS qui n'est pas bien connecté à ses outils intelligence artificielle, chatbot, etc., il va nous manquer toute une brique. Donc tout ça, ça doit être intégré. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, ça dépend de l'écosystème. Mais tout ça, c'est important. Et cette interconnectivité, c'est vraiment ce qui va faire la différence, pas seulement pour l'entreprise, mais également pour le client final, ainsi que pour l'employé qui va répondre et qui va avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe au sein de la clientèle. Moi, j'ai compris qu'au niveau contrat télécom, c'était vous qui fallait solliciter, Julien, sur le côté justement agréger cette data, ces services. Qui va-t-on voir là sur cette table ? Ça, c'est pas une réponse facile à faire aujourd'hui, puisque en fait, déjà la terminologie de multi-cloud, là, elle vient de sortir, j'ai envie de dire quasiment, puisque finalement, c'est un peu lié au succès de différents pans du software as a service. Donc le CRM a eu beaucoup de succès avec des acteurs comme Salesforce, par exemple. Ça a beaucoup poussé quand même sur le software as a service. Et aujourd'hui, c'est le contact center as a service et les communications unifiées as a service. Excusez-moi du mélange français-anglais, mais bon voilà, qui marche très fort. Et donc se posent donc tout un tas de problématiques autour de l'intégration de ces deux environnements finalement. D'ailleurs même de ces trois, j'ai envie de dire, puisque finalement c'est intégrer la téléphonie d'entreprise et les outils de collaboration avec les contact centers, donc, et l'ensemble de ce que je viens de décrire avec les plateformes de CRM. Alors là, vous avez des intégrateurs qui sont spécialisés, qui ont des compétences, des cabinets de conseil comme nous, par exemple, on est capable, nous, plutôt de travailler à un niveau un peu plus high level. Nous, on fait du conseil en technologie, on ne fait pas de conseil en organisation, mais on est capable d'aider des clients à travailler justement sur une roadmap. C'est ce qu'on fait beaucoup. Puisque pour moi, cette roadmap, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelle est la direction qu'on va prendre. Et quelles sont les différentes étapes. Et on construit donc un programme sur 3 ans, par exemple, ce qui permet aussi, parce qu'on a le droit de se tromper, de lotir, c'est-à-dire de se donner des échéances à relativement court terme, ce que permet le cloud, justement, et d'équiper, par exemple, un sous-ensemble d'une activité, plutôt que d'imaginer de tout remplacer sur un projet qui va durer 2 ans. Ça, c'est un point qui est particulièrement intéressant parce que le cloud permet notamment de se tromper et de repartir en arrière facilement. Ouais. Alors que quand on a payé plusieurs millions pour un projet... Pour les directeurs d'expérience client, ça. C'est une excellente nouvelle parce que... Il faut le dire et redire. Parce que l'expérience client, ça change au quotidien. On change, nos clients évoluent, les habitudes des clients évoluent, donc il faut pouvoir dire je me suis trompé, je repars en arrière, je
j'essaie quelque chose de nouveau, ça marche pas, et je continue d'évoluer, c'est du test quotidien. Quand on est sur un système on-prem et qu'on a payé plusieurs millions pour l'installer, c'est difficile de repartir en arrière et de discuter avec son manager pour dire j'ai fait une boulette, il va falloir tout recommencer à zéro. Le cloud permet cette flexibilité aussi. Itératif, comme le soulignait Laurent. La question des perspectives de marché justement du SICaaS, comment vous appréhendez justement les années à venir sur le sujet? Julien, chez vous, chez Une Centrale? Alors, pour moi, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le SICaaS en soi ne peut pas rester un silo. C'est-à-dire que le futur, c'est le SICaaS intégré. C'est la vision que j'ai personnellement, c'est SICaaS plus UCaaS, parce qu'on utilise des outils similaires. L'un, ça va être pour la communication interne, l'autre pour la communication externe. Pour moi, tout ça, c'est une continuité avec également l'intégration CRM. Pour moi, c'est ça le futur. C'est un système de cloud SICaaS intégré, qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème, de manière à avoir une espèce d'interface unique, un système qui communique et qui fonctionne en harmonie. Très bien. Franck? Moi, je comparerais ça un petit peu à ce qui se passait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait tous des systèmes dans nos entreprises, des systèmes de messagerie on-prem, c'est-à-dire des Lotus Notes, des Exchange, installés à demeure avec des équipes entières qui géraient en fait les grappes de serveurs sur tous les sites de l'entreprise. Qui a ça encore aujourd'hui parmi les grands comptes qu'on peut tous connaître? Plus personne. Aujourd'hui, on est tous passés sur un Office 365, un Gmail, etc. et d'autres, et c'est du cloud, en fait. C'est ni plus ni moins que du cloud. Donc je pense qu'il va se passer exactement la même chose avec la téléphonie d'entreprise, les communications unifiées, les outils de collaboration et les technologies de centre de relations clients, de centre de contact. Alors, il y a cette dimension liée aux télécoms quand même qui rend les choses peut-être un peu plus complexes, mais moi j'ai l'intime conviction que ça va arriver. Je rejoins Julien sur la cible qui serait d'avoir une plateforme tout intégrée combinant le contact center, l'expérience client, la communication unifiée et contribuant, je dirais, à améliorer le contact avec les clients au sein du CRM. Néanmoins, la complétude, la richesse doit être quand même prise en compte. Et parfois, des acteurs de niche sont beaucoup plus riches que des acteurs généralistes. Donc, je dirais, au département métier d'arbitrer à ce stade, dans cette transition. Je pense que cette transition va être assez longue, je pense entre 5 et 10 ans, où des organisations préféreront aller sur du best of breed plutôt que du best of suite. Nous, effectivement, on prône le best of suite, donc tout intégré, riche, mais aujourd'hui, donc, il va y avoir une transition, je dirais, sur quelques années. Très bien. Merci à tous pour cet échange riche sur les perspectives du SICaaS. C'est la fin de ce décryptage. L'occasion de remercier notre partenaire ADM Value qui nous a permis donc de réunir autant d'experts aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très vite pour une prochaine émission sur Agora News Expérience Client. À très vite. L'émission Décryptage vous a été présentée par ADM Value.